Madaleno a hérité de l'une des plus grandes haciendas du pays. 3000 hectares de terre où l'on élève les taureaux les plus vigoureux du Mexique. Une propriété qui, grâce à lui et la fortune qu'il y a engloutie, retrouve enfin sa splendeur du passé. Javier Sordo Madaleno est à 51 ans un homme très occupé. Il est aujourd'hui l'un des architectes les plus reconnus du Mexique. Mais si depuis 25 ans il passe de construction en construction, il se transforme en gentleman farmer le reste de son temps dans son ranch, La Laja. Cette hacienda est l'une des plus anciennes et l'une des plus grandes du pays. Ce que Javier aime par-dessus tout, c'est se retrouver au milieu de son bétail dans sa propriété de 3000 hectares. Et du bétail, il en a. 350 vaches reproductrices, plus de 300 vaches laitières, 100 taureaux de corrida, une vingtaine de chevaux. Son petit plaisir, rassembler ses vaches pour leur donner du sel. Une activité qui n'est pas sans risque. Ça me fait rire parce que ça n'est jamais arrivé. C'est la première fois de ma vie. Mais il n'y a vraiment aucun danger, hein. D'habitude, quand je viens, elles se mettent autour de moi et elles restent tranquilles. Toute cette vallée que vous voyez, tout ce qui nous entoure, fait partie du ranch. Et c'est une merveille parce que nous n'avons pas de voisins directs. C'est vraiment très agréable. Nous possédons les collines, les plans d'eau et tous les chemins aux alentours. Cette hacienda du XVIe siècle se situe dans la région du Querétaro, à 200 km au nord de Mexico, mais elle fait partie de la famille Madaleno depuis 1800 seulement. Javier s'y rend au minimum 2 fois par mois pendant quelques jours. L'architecte est attentif à la sauvegarde de ce lieu, mais il veille surtout au respect du savoir-faire ancestral. Cette peinture, c'est très important qu'elle laisse des traces sur les doigts, parce que c'est exactement la même qu'on utilisait en 1800 pour peindre l'hacienda. Et aujourd'hui, nous utilisons toujours cette même peinture. Mais comme elle est très difficile à trouver, nous en avons fait de grandes réserves. Et si un jour la production s'arrête, nous pourrons toujours repeindre le domaine. Je suis quasiment la 4e génération qui dirige ce ranch. Et je crois sincèrement que le domaine n'a jamais aussi bien marché. Dans les années 70, il y avait une quarantaine de personnes qui travaillaient dans la propriété. Alors qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus du double. L'hacienda de Javier est devenue une véritable entreprise. En plus du bétail et de la production agricole, il cultive également des plantes. Mais si cette hacienda est aujourd'hui l'une des plus réputées du Mexique, c'est grâce à son célèbre élevage de taureaux de corrida, appelé Ganadería Charay. Voici nos taureaux de corrida. On les a regroupés sur ces collines pour qu'ils fassent de l'exercice. Ils montent et descendent toute la journée et c'est pour ça qu'ils ont des pattes aussi puissantes. Pour nous, la corrida, c'est aussi la fête du taureau. Et c'est donc très important que nos taureaux soient courageux et tenaces. Comment ça va, Manuel? Les taureaux vont bien? Ici, je m'épanouis vraiment. C'est tellement important, la campagne. La campagne, c'est ce qui vous ramène le plus à l'essence même de l'homme. Et je crois qu'à chaque fois que je viens ici, je me pose, je réfléchis, et ça me ramène à des valeurs plus essentielles de la vie. Mais ce gentleman farmer est avant tout un célèbre architecte. C'est à Mexico que Javier vit et travaille. Une vie à 100 à l'heure, loin de la tranquillité de la campagne. Son étude d'architecte est la plus grande du pays et emploie plus de 160 personnes. Javier a signé en plus de 20 ans nombre d'édifices, parmi les plus fameux du Mexique. Le bureau Sordo Madaleno s'est également diversifié dans la décoration d'intérieur, la promotion immobilière et le développement. Javier Sordo Madaleno est une référence de l'architecture mexicaine. On retrouve ses réalisations dans tout le pays et notamment à Mexico. Des bureaux, des centres commerciaux, des églises, des hôtels, des maisons, Javier a réalisé un nombre incalculable d'édifices. Sa signature, l'amour des matériaux, des formes géométriques et l'indispensable présence de l'eau, du verre et du végétal.
Je crois que le fait d'avoir une frontière commune si grande avec les États-Unis et le fait d'être un pays avec des racines culturelles très anciennes rend notre architecture à la fois moderne mais aussi personnelle. Notre architecture a une identité mexicaine très forte. Parmi les constructions de Javier Sordo Madaleno, il y a sa maison. D'une superficie de 1000 mètres carrés, la demeure de Javier se situe dans le quartier résidentiel le plus chic de Mexico. En 1991, il décide de racheter la maison de ses parents dans laquelle il a grandi pour reconstruire cette bâtisse à la hauteur de ses rêves et où il va réaliser ses idées les plus folles. L'espace est accentué par l'utilisation du verre, comme nous allons le voir dans ce salon. Effectivement, nous pouvons remarquer que les fenêtres s'ouvrent complètement et le salon se transforme alors en terrasse. En général, dans les maisons, les éléments sont figés. Ici, au contraire, nous faisons jouer les éléments avec les volumes, avec l'air, avec le soleil. Et ça, c'est très important. Construite il y a plus de 15 ans, cette maison est vraiment représentative de la patte Sordo Madaleno. On y retrouve en effet cette volonté farouche de supprimer les limites entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui surprend aussi, c'est la taille surdimensionnée des fenêtres, des objets et des espaces. Suivez-moi. On va sortir par là. Mais ce que préfère Javier, ce sont les petits caprices d'architectes qui font la différence. Des murs qui s'ouvrent à la place des fenêtres. Le mur s'ouvre automatiquement de cette façon. Et une fois que ce mur est complètement ouvert, tout le volume de la chambre est transformé. Par exemple, le samedi matin, vous vous prélassez dans votre lit en profitant du jardin et de ce climat merveilleux que nous avons ici au Mexique. Et ça change vraiment votre manière de vivre. Moi, je pourrais vendre ma maison. Je pourrais vendre, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Mais mon hacienda, jamais. C'est la seule chose dont je ne pourrais jamais me séparer. C'est un autre monde. Tu voues ta vie à ce ranch. Parce que vous savez, ici, au Mexique, il y a un dicton qui dit qu'une hacienda est un puits sans fond. Parce que vous n'en finissez jamais de l'arranger. Il y a toujours des choses à faire ou des choses qu'on aurait envie de faire. On n'a pas assez d'une vie pour y arriver. Et j'espère que mes enfants continueront à développer ce ranch et à s'occuper de l'élevage comme on s'en est occupé jusqu'à présent. Après le déclin des haciendas, le centre de gravité du pays s'est déplacé. Avec ses 20 millions d'habitants, Mexico concentre désormais toutes les richesses. Et ce n'est pas un hasard si en espagnol, Mexico est à la fois le nom du pays et le nom de sa capitale. Chaque jour ici, au centre de la ville, c'est le même rituel. À 18h, le drapeau est abaissé par la garde nationale. Un drapeau formé de 3 couleurs. Le vert représente l'espoir du peuple, le blanc, la pureté des idéaux révolutionnaires, et le rouge, le sang versé par les héros de la nation. Au centre du drapeau, un emblème aztèque, le combat de l'aigle contre le serpent, ou celui du monde céleste qui domine l'enfer sur terre. Je me trouve à présent sur le Zócalo. C'est à la fois le centre de Mexico et le cœur même du pays. C'est la 3e plus grande place du monde, après la place Tiananmen à Pékin et la place Rouge à Moscou. Sur ces 240 mètres de côté se trouve concentrée toute l'histoire du pays. Au temps des Aztèques, il y avait ici une cité appelée Tenochtitlan, avec de gigantesques palais. Cortés, le conquistador espagnol, les fit détruire et se servit des pierres pour construire cette cathédrale, la première du Mexique. De l'autre côté, le pouvoir politique, avec le Palacio Nacional, où le président de la République se rend 2-3 fois par semaine pour assister à des réunions. À l'intérieur de l'édifice, des grandes fresques murales uniques au monde. Elles sont l'œuvre de Diego Rivera, sans doute le plus grand artiste mexicain. Ce qui frappe dans l'œuvre de Diego Rivera, c'est d'abord le gigantisme de ces fresques qui s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Figurant les grands moments de l'histoire mexicaine, ces œuvres sont le plus brillant exemple du mouvement artistique qui consiste à peindre sur les murs, d'où son nom, le muralisme. Né à Guanajuato en 1892, la vie de Diego Rivera prend un nouveau tournant en 1928. Il a alors 36 ans.
Sa rencontre avec la jeune artiste Frida Kahlo est foudroyante. Ils se marient un an plus tard. Leur différence d'âge, 22 ans d'écart et de physique, vaut au couple le surnom de « éléphant et de papillon ». Frida, frappée par la polio enfant, puis renversée par un bus, passe la plupart de son temps au fond de son lit. À l'aide d'un miroir accroché au plafond, elle peint des autoportraits dans lesquels elle laisse transparaître sa souffrance. Sa vie inspire à Hollywood un film dans lequel l'actrice mexicaine Salma Hayek incarne une Frida passionnée. On la voit assumer sans complexe sa bisexualité dans un pays pourtant ultra-conservateur. Communiste, Diego se lie d'amitié avec Léon Trotsky lors d'un voyage en URSS. Il l'accueille lors de son exil mexicain. De ce séjour naît une liaison secrète entre Frida et Trotsky. Malgré cet épisode, l'éléphant et le papillon restent ensemble jusqu'à leur mort. Durant sa vie, Diego Rivera peint des dizaines de fresques dans des lieux publics. Ses commandes de l'État ne lui rapportent presque rien, mais lui est fier de savoir que chaque jour, les Mexicains peuvent admirer son travail. La plus célèbre de ses œuvres trône d'ailleurs, tout un symbole, au Palais national. Camille Foulard, vous êtes historienne française, mais vous vivez au Mexique. Alors, ce palais présidentiel, Palacio Nacional, a une particularité, c'est que nous sommes devant une des œuvres les plus majeures d'un grand peintre national, qui est Diego Rivera, n'est-ce pas? Oui, absolument. Cette fresque commence à être peinte en 1929 et Diego Rivera la terminera au moment de sa mort en 1957. Alors, cette histoire du mexicaine est assez complexe, on le voit sur cette fresque. Comment faut-il la lire d'abord? Donc un premier panneau qui retrace donc la période préhispanique, avant la conquête. Un autre panneau qui retrace donc la période post-révolutionnaire et le panneau central qui montre les différents grands événements de l'histoire mexicaine, donc l'histoire coloniale et ensuite de l'indépendance. Sur cette fresque, un certain nombre de personnalités qui ont marqué l'histoire du Mexique. Je pense notamment à Benito Juárez, qui reste dans la mémoire collective comme l'un des grands présidents mexicains. Pourquoi? C'est lui qui va se battre contre l'invasion française, d'une part, d'autre part, qui va mettre en place ce qu'on appelle les lois de réforme en 1857, donc la première constitution libérale du pays. Benito Juárez est l'un des fondateurs du Mexique moderne. C'est aussi le premier Indien à devenir président en 1858. Il occupe donc une place de choix dans le cœur des Mexicains. Sur cette fresque, Benito Juárez fait partie des 200 personnages clés de l'histoire du pays. Y figure également Cortés, le conquistador, qui a ordonné la construction de ce Palacio Nacional en 1523. Il est entouré de scènes montrant la cruauté des conquérants espagnols. Diego Rivera accorde une bonne place aux révolutionnaires, dont Zapata. Mon regard y croise aussi l'empereur Maximilien, en bien mauvaise posture, puisqu'il y est représenté le jour de son exécution, ordonnée justement par Benito Juárez. Toujours au Palacio Nacional, une galerie des portraits permet d'admirer tous ceux qui ont dirigé le pays. C'est ainsi que l'empereur aztèque Moctezuma côtoie l'actuel président Felipe Calderón. Chaque année, la veille du jour de l'indépendance, le 15 septembre, le président se rend ici et crie « Vive le Mexique, vive les héros qui nous ont donné patrie et liberté ». Ces héros dans lesquels le pays se reconnaît ne sont plus forcément des hommes politiques ou des figures militaires. Les sportifs sont aussi très admirés. On connaît tous la ferveur des Mexicains pour le football, mais il y a ici un autre sport tout aussi populaire. Il s'agit de la lucha libre, autrement appelée la lutte libre, une discipline très spectaculaire dans laquelle une Mexicaine s'illustre. Diana la Cazadora, c'est son nom de scène, est une star au Mexique, à la fois l'une des championnes de la discipline et une personnalité qui n'a rien perdu de sa féminité. Diana la Cazadora. Elle rêvait d'être une diva, une actrice. Elle voulait être dans la lumière et faire de sa vie un conte de fées. Elle, la petite fille des quartiers populaires. C'est finalement le catch qui la propulse reine, reine du ring. Il y a 10 ans, je ne pensais pas être le personnage que je suis aujourd'hui. Il y a 10 ans, ma vie était tout autre. Mais tout a changé. Le destin m'a menée sur le chemin de la lutte libre, le catch, et aujourd'hui, je suis Diana la Cazadora de Monterrey. Les lutteurs sont ici de véritables icônes. La lutte a des origines très anciennes. Elle a été introduite par les Français à la fin du 19e siècle, mais la tradition quasi sacrée du masque chez les hommes remonte aux Aztèques.
Il les utilisait déjà pour combattre. La lutte est ici culturelle, presque une seconde nature. Au Mexique, il y a beaucoup de souffrance. Et je crois que c'est pour cela que le Mexicain a le sang chaud. On aime la bagarre, le sang, la violence. C'est une sorte de diversion. C'est aussi pour ça que le catch mexicain est plus réaliste que le catch japonais ou américain, et que partout ailleurs. Voilà pourquoi le catch mexicain est désigné comme le meilleur du monde. Après 10 ans de lutte, Diana est à 29 ans considérée comme l'une des meilleures catcheuses du pays et assurément la plus jolie. La presse spécialisée se l'arrache. Ce jour-là, la petite fille de Monterrey a rendez-vous avec des journalistes qui veulent mettre Diana à la une. C'est sa contradiction qui nous intéresse. Comment une jeune fille aussi belle peut-elle monter sur le ring? Cela me paraît très spécial. Diana se prête au jeu. Elle connaît l'influence de la presse pour rester en haut de l'affiche. Au Mexique, il n'y a pas moins de 8 magazines spécialisés sur le catch. Quand j'ai commencé, la lutte féminine n'était pas autant à la mode. Mais maintenant, l'actualité du catch féminin et la programmation des matchs est devenue très importante. La femme s'émancipe dans tous les domaines, dans n'importe quelle profession et dans le sport aussi. Tout est en train de changer. Tout change aussi pour Diana. À 400 € le combat, un excellent revenu au Mexique, elle a pu s'acheter un vaste appartement dans ce quartier résidentiel. Elle y vit avec sa fille Danina et avec sa mère. Pourtant, c'est contre l'avis général de ses 8 frères et sœurs qu'elle décide de devenir catcheuse à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, la famille s'accommode de ce destin. Je collectionne tout ce qui sort sur elle dans les journaux. Moi, je vais jamais la voir parce que j'ai peur. Je n'aime pas quand elle s'en va. Je préférais qu'elle reste tout le temps avec moi. Et la vérité, c'est que tout le monde s'inquiète pour moi, parce que la lutte est dangereuse et qu'il y a beaucoup de risques. C'est difficile, surtout pour une femme. Diana est une combattante, sur le ring comme dans la vie. Elle s'est fait aussi une place sur le petit écran où elle anime une émission consacrée au sport et aux femmes. Jamais je n'aurais imaginé travailler à la télévision et que les gens m'admirent autant. Parce que je suis devenue une personnalité et parce que jamais dans l'histoire du Mexique, il y a eu une catcheuse qui soit aussi journaliste et animatrice à la télévision. Jamais il n'y a eu une personne comme cela. Mais quand Diana la Cazadora redescend dans la rue, elle n'oublie ni d'où elle vient, ni les difficultés quotidiennes des Mexicains, son public. Oh, c'est Diana la Cazadora. Bonjour, c'est combien? 5 pesos le kilo. 5 pesos le kilo. Tiens, prends-les, ça me fait plaisir. Je te les offre. Merci beaucoup. Allez, salut. Merci, merci. Je me sens bien avec eux. J'aime le peuple et j'aime ce genre d'endroit. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis du peuple. Dans ce quartier, les gens gagnent à peine 3 ou 4 € par jour. Mais ce sont ceux-là qui sont prêts à tout pour acheter un ticket, un billet, pour aller au catch. Ce sont les plus passionnés, ceux qui s'identifient le plus au catch, à la lucha. Tiens, regarde là. Voilà le programme des combats de catch. Là, tu as les femmes, moi je suis inscrite ici. Et tu peux constater que nous sommes dans une société machiste. Les hommes ici, ils ont leurs photos. Et il n'y en a aucune pour les femmes. Mais bon, tu verras que du point de vue du spectacle, ce soir, nous allons tenir la comparaison avec ces gars-là. Au rythme de 2 à 3 combats par semaine, Diana voyage aux 4 coins du pays et parfois même jusqu'aux États-Unis. Avant un combat, elle en profite pour faire les boutiques. C'est dans le prêt-à-porter qu'elle déniche ses habits de lumière. Dans le catch, il faut que l'on puisse voir ton style, ta force quand tu es sur le ring. Mais aussi et surtout pour nous les femmes, c'est très important d'avoir un look à offrir au public. La passion du public, c'est pour moi le plus important. Tellement important que je cours le risque d'être défigurée et de recevoir un mauvais coup. Je crois que pour nous lutteurs, le plus beau, c'est le soutien du public. C'est ça qui nous donne toute l'adrénaline. C'est ça qu'on recherche. Ça nous donne le courage de monter sur le ring. Ce soir, Diana met son courage à l'épreuve dans les arènes du Coliseo de Mexico, un lieu mythique pour les inconditionnels. Dans le vestiaire, à l'écart du public, derrière ses portes dérobées, les secrets du catch se décident. Mais Diana entretient le mystère.
Ici, on ne sait pas qui va gagner. Dans le catch mexicain, on ne sait pas à l'avance qui va perdre ou qui va gagner. C'est la vérité. Si tu ne me crois pas, tu vas voir ce soir comment on lutte. Et après, je crois que tu finiras par me croire. L'arène devient un véritable chaudron. Certains soirs, plus de 15 000 spectateurs s'entassent pour hurler leur passion. Chacun son idole. L'issue du combat se met en scène. Programmée ou incertaine, le doute est permis. Mais sur le ring, il suffit d'un mauvais coup, d'une chute trop violente pour mettre un terme au joli conte de fées de Diana La Cazadora. Mon rêve, c'est de fonder une famille, d'être heureuse, avoir beaucoup d'enfants. Et puis les choses ont fait que j'ai divorcé il y a 2 ans. Mais bon, je suis heureuse. Je me dis, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu fais de la télévision, tu es connu, tu fais du catch, le public t'adore. Je crois que le bonheur dépend du tempérament de chacun. Et ma vie est ainsi. Et je ne veux pas la changer, pour rien au monde. Ni changer de ville, ni de pays, pour rien au monde. Si la petite fille de Monterrey reste attachée à sa ville natale, sa notoriété, c'est dans les arènes de Mexico qu'elle l'a obtenue. La capitale attire vers elle tous les talents, mais elle concentre aussi tous les fléaux, au premier rang desquels la criminalité. Il y a aussi la circulation automobile et la pollution qui posent de graves problèmes de santé publique. On raconte même que l'air est tellement saturé de gaz carbonique que des oiseaux migrateurs tombent parfois raides morts en pleine rue, asphyxiés par la pollution. Et pourtant, à la périphérie de Mexico, il existe un poumon vert, un havre de paix, à la fois unique et insolite pour se ressourcer. Je me trouve ici à Xochimilco, qu'on appelle aussi les jardins flottants de Mexico. Il nous rappelle que la capitale a été fondée à 2300 mètres d'altitude sur d'anciens lacs asséchés par les Espagnols. Ici, rien ou presque n'a bougé depuis l'époque des Aztèques. Don Jorge Oliveira, vous êtes passionné par Xochimilco. Comment est-ce que c'était possible de créer ces fleurs, ces jardins flottants? Quelle était la méthode utilisée par les Aztèques? D'abord, on entasse dans l'eau des troncs d'arbres et des arbustes pour construire une couche de végétation comme un îlot artificiel, pas plus grand qu'une barque. La parcelle de terre est naturellement très fertile, car avec l'eau qui l'entoure, les nutriments sont nombreux. On peut ainsi cultiver des légumes et des fleurs. Est-ce qu'il y a des familles qui vivent sur ces jardins flottants? Oui, il existe des propriétés privées et il est impossible d'en réduire le nombre. Mais ils ont des obligations s'ils veulent rester. Ils doivent s'occuper des berges et les renforcer. Mais ils n'ont pas le droit d'envahir d'autres canaux ou d'agrandir leur logement. Ça, c'est interdit. Pour visiter ces canaux, il y a de très très jolis bateaux qui ont des symboles, des floraux. Quelle est cette tradition des bateaux? Depuis l'époque préhispanique, il y a toujours eu des bateaux, mais ils ne remplissaient pas les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. À l'origine, ils servaient à transporter les produits cultivés jusqu'au centre de Mexico, qui s'appelait alors Tenochtitlan. À cette époque, chaque bateau était décoré de fleurs naturelles, car c'était la spécialité de Xochimilco. Aujourd'hui, elles sont artificielles, mais chaque barque continue comme avant de porter le nom d'une femme, comme Donari, Anna ou Marina. D'ailleurs, toutes ces fleurs sont encore cultivées dans la zone de Chinampera. C'est un symbole très important pour nous. Ce lieu est vraiment unique au Mexique et nous souhaitons le préserver à tout prix pour que le monde entier puisse en profiter. C'est dans ce cadre enchanteur de Xochimilco que j'ai donné rendez-vous à Carmen Aristegui, la plus grande journaliste du Mexique. Reconnue pour son franc-parler, elle anime depuis des années une émission politique dans laquelle elle reçoit les plus grandes personnalités du pays. C'est aussi la seule à avoir obtenu une interview du fameux sous-commandant Marcos. Aux yeux du monde, cet homme au visage masqué incarne la lutte pour la reconnaissance des Indiens du Mexique. On ne sait rien de ce personnage mystérieux, ni son âge, ni d'où il vient.
On le dit ancien professeur d'université, issu d'une famille aisée, un profil qui ressemble étrangement à un certain Che Guevara. Seule certitude, il choisit la lutte armée pour défendre les oubliés du Mexique. Tout commence en 1994, dans le Chiapas, l'état le plus riche du pays dont les sous-sols regorgent de pétrole. Mais ses habitants, majoritairement indiens, sont pourtant les plus pauvres du pays et leurs terres régulièrement spoliées par de riches propriétaires. Marcos lève alors une armée d'apprentis soldats et s'empare de plusieurs villes du Chiapas. Ils prennent le nom de Zapatistes, en hommage à Emiliano Zapata, le héros de la Révolution qui luttait lui aussi pour les laisser pour compte. Lorsque le gouvernement envoie l'armée mater dans le sang cette rébellion, il y a des centaines de morts. Personnage rusé et conscient de ses faiblesses, Marcos décide ensuite d'arrêter la lutte armée. La guerre va alors devenir médiatique. Il y a 7 ans, nous étions prêts à mourir pour notre cause avec les armes. Aujourd'hui, nous sommes toujours prêts à donner notre vie, mais avec pour seule arme le dialogue. Troquant les armes pour les caméras, le combat des zapatistes dépasse les frontières du Mexique et symbolise aux yeux du monde le refus de la mondialisation. De nombreuses personnalités s'engagent alors aux côtés de Marcos. On croise le réalisateur Oliver Stone ou Daniel Mitterrand. Même José Bové fait le déplacement et échange sa pipe avec celle du chef zapatiste. En 2001, Marcos organise une marche pacifique de 3000 km. Il veut faire pression sur le Parlement pour le vote d'une loi sur les droits des indigènes. Une loi que les zapatistes attendent encore aujourd'hui. Pendant des années, on a entendu parler en France, notamment du sous-commandant Marcos. Qu'en est-il? On a le sentiment qu'aujourd'hui, les choses se sont calmées. Disons que nous nous sommes habitués à sa présence. Mais le phénomène Marcos, qui a fasciné les gens en Europe et sans aucun doute en France depuis le soulèvement en 1994, a connu une évolution négative ces dernières années. C'est vrai que ce Marcos est fascinant et qu'il nous a ouvert les yeux en mettant le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire en parlant des oubliés du Mexique et de la condition indigène. Le problème, c'est que le mouvement de Marcos finit par s'essouffler, à force d'hésiter entre le silence et le dialogue. Et aujourd'hui, ils sont revenus à la case départ, c'est-à-dire qu'ils ont rejoint le territoire des oubliés. Quel état des lieux on peut faire du Mexique aujourd'hui? La réalité mexicaine est assez complexe. Nous avons affaire à un grave problème de violence, véhiculé par les trafiquants de drogue et le crime organisé. Les indicateurs économiques, en revanche, sont plutôt stables dans notre pays. Carmen, l'immigration est la conséquence directe d'une situation économique. Comment vous expliquez qu'au Mexique, il y ait tant de pauvres et tant de milliardaires aussi? Ça, c'est la grande interrogation du Mexique. Il existe effectivement une immense fracture sociale. D'un côté, notre pays est capable de générer le deuxième homme le plus riche de la planète, Carlos Slim, et de l'autre, il y a la pauvreté et les phénomènes affolants des migrations. Je vous parle là d'un modèle économique totalement injuste. Beaucoup de gens reconnaissent qu'il n'a pas permis ces dernières années de faire coïncider la croissance du pays et la redistribution des richesses. Difficile de comprendre les réalités mexicaines d'aujourd'hui sans parler de ces 3200 km qui séparent le Mexique des États-Unis. Une frontière sur laquelle les Américains construisent une barrière, mais que l'on surnomme ici le mur de la honte. À Tijuana, au nord-ouest du pays, Victor Clark se bat pour aider et redonner leur dignité à tous les clandestins, qu'ils soient candidats au départ pour atteindre ce rêve américain ou tout juste expulsés par les États-Unis. Victor Clark est sur le qui-vive, toujours une arme à portée de main. À Tijuana, défendre les droits de l'homme est une activité qui dérange. Plusieurs fois menacé de mort, il est désormais obligé d'avoir son garde du corps. La peur fait partie de mon travail. Je me suis habitué à vivre avec elle. C'est une vocation. Je ne supporte pas de voir qu'il y a des persécutions, des exécutions, de la corruption et des impunités. Il me semble que tout le monde doit lutter contre ça pour améliorer la situation de l'être humain. La situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique s'aggrave en 1994. Pour stopper l'immigration clandestine, les Américains construisent ce mur. À 20 km de San Diego, la Californienne, Tijuana, la Mexicaine, ressemble à un immense pénitencier, observé, surveillé.
Sur leurs frontières, les États-Unis déploient quelques 1200 gardes. À l'autre extrémité de la ville, un mur tente même de diviser l'océan Pacifique. Il y a des hélicoptères, des télescopes, des détecteurs de mouvement dans le sol, des véhicules, des chevaux. C'est un scénario de guerre